Nous entendions à l'instant Les mots me manquent, extrait du premier cahier sur un sentier broussailleux par Alain Planès. Les mots me manquent de Janacek, Irène Koudela. C'est peut-être quelque chose qui va bien à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire cette affaire Makropoulos, où Janacek, je crois, à ce moment-là aussi, pense à sa fille disparue, à Olga. C'est cette idée d'essayer de mettre en musique des choses un peu indicibles. Nous venons d'entendre une histoire qui paraît un peu un conte de fées, mais qui en fait n'est pas du tout pour les enfants, parce que la fin nous parle de mort, mais d'éternité plutôt que de mort, de choix, d'amour ou de longévité. Est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps ou pas? Et quand vous parliez des mots, effectivement, le dernier mot d'Emilia Marti, Elina Makropoulos, va être en grec. Au moment de mourir, elle s'exprime en grec, et c'est sa langue de naissance. Les mots lui manquent en tchèque. Les mots lui manquent en tchèque, exactement. C'est la fin de Moïse et Aaron, où justement il n'y a plus de mots pour dire. Ici, c'est tout autre chose, mais en même temps, si on parle de prosodie, c'est un ouvrage très déstabilisant, cette affaire Makropoulos. Musicalement parlant, c'est... alors, je ne sais pas si on peut parler de Sprechgesang, mais il y a cette idée quand même du parler-chanter. Qu'est-ce qu'il a cherché à faire dans cette grande modernité, en fait, de la ligne de chant? Alors Janacek est quelqu'un dont la maturité s'est exprimée de façon très mûre, très tardivement. C'est-à-dire que pendant une bonne cinquantaine d'années, il a collecté par passion, sans savoir éventuellement ce qu'il en ferait, dans des petits carnets, ce que les gens disaient et comment ils les disaient. C'est-à-dire que nous avons tous des intonations diverses en fonction de l'expression que nous mettons à ce que nous disons. La voix monte ou elle descend, elle est rapide ou elle est très lente, et tout ça, il le collectait. C'est-à-dire qu'il avait un répertoire d'intervalles et de rythmes en fonction d'une expression donnée. Et lorsqu'il a commencé à écrire des opéras, passé la cinquantaine, faut pas oublier ça, il avait tous ces petits carnets et surtout, il avait en lui une nécessité d'exprimer les choses avec justesse. Et ces petits carnets, je crois qu'il n'en avait plus tellement besoin parce que tout le travail était fait, était déjà digéré. Mais je pense qu'il s'y référait probablement de temps en temps. Et donc, les premiers ouvrages qu'il a commencé à écrire, les opéras, le premier, Mon Počátek romano, le début d'un roman, n'est pas allé très loin, d'ailleurs on n'entend jamais. Et puis il y a eu Yenoufa, mais Yenoufa, effectivement, coïncide avec la mort de sa fille Olga, dont vous venez de parler. Dans Yenoufa, c'est encore une écriture extrêmement romantique, où le tchèque, bien sûr, colle, mais il est sous l'empire de la passion, si j'ose dire. C'est une histoire qui le touche, la mort d'un enfant, donc il est encore dans quelque chose de très bouillant. Par la suite, les années encore se passent, et à partir de la fin des années 18, 19, 20, arrivent les grands opéras, donc que sont Katia Kabanova, L'affaire Makropoulos, La petite renarde avant, et La maison des morts, son dernier, un an avant de mourir. Et à ce moment-là, il avait vraiment trouvé son langage, qui n'était pas du tout une recherche intellectuelle, pas l'envie de fabriquer, si j'ose dire, une nouvelle musique que personne n'aurait écrit avant. Pas du tout. Pour lui, la démarche était avant tout théâtrale. Il prenait un sujet. Ce sujet avait des personnages, des caractères. Ces caractères exprimaient des passions ou le contraire, une absence de passion. Et donc, on leur mettait des mots. À partir du moment où les mots étaient justes pour les caractères dans tel moment, il n'y avait plus qu'à mettre la musique. Et la musique, donc les intervalles, les rythmes, venaient de tous ces petits carnets qui étaient totalement digérés. Et l'écriture vocale a déteint sur l'écriture instrumentale. D'ailleurs, vous reconnaissez Janacek dans toute écriture instrumentale, la Sinfonietta, dès les premières secondes, vous comprenez bien qu'il s'agit de Janacek tout de suite. Et ce qu'il a de spécifique, c'est tout simplement un rythme de la langue tchèque qui est que l'accent tonique, ce qu'on appelle l'appui d'un mot, est toujours sur la première syllabe, et vous avez des voyelles qui sont longues et qui sont courtes. Son nom lui-même est déjà de la musique, Janacek. Vous avez cet appui qui devient un élan sur la première syllabe, vous avez une voyelle longue, et le reste n'est plus que de la liberté. Janacek. Et ce rythme, tadam, tadam, il serait le leitmotiv absolument de l'affaire Makropoulos. Vous venez d'entendre ce rythme, tadam, tadam, omniprésent, parce que c'est la vie, c'est l'organicité, c'est le destin, mais c'est aussi l'organicité de toute personne. Toute personne qui parle a ce rythme inhérent à sa langue maternelle. Vraiment maternelle, j'insiste là-dessus.
Il y a chez Janáček, il y a chez lui cette obsession, peut-être, je ne sais pas, hein, vous allez me dire si je me trompe, mais de la mort. Si on pense à, quand même, Yenoufa, si on pense à de la Maison des Morts, si on pense à la Petite Renarde, si on pense ici à la ferme Acropoulos, je l'ai dit au départ, mais il est en effet dans la maturité, il a 70 ans passés. Est-ce que c'est une réflexion aussi pour lui nécessaire? C'était, je crois, vous pouvez nous le dire, Irène, un homme passionné, hein, un homme avec un caractère tempétueux, etc. Est-ce que c'est l'occasion aussi de se poser des grandes questions sur la vie, la mort? Probablement, il se posait de grandes questions, mais je crois surtout qu'il n'avait peut-être même pas le temps de se les poser, tellement son caractère passionné le poussait à les exprimer avant tout. La mort, bien entendu, est présente, mais elle est présente parce que elle apporte un constant renouvellement. C'est la fin d'une période, c'est pas forcément extrêmement triste, c'est normal. Un de ses premiers ouvrages s'appelle Osud, le destin. Il correspond à un moment où il a rencontré une première... Alors, il faut dire qu'il a épousé sa femme, il était assez jeune, elle l'était encore plus, et son problème crucial était toujours la communication. C'est Zdenka. Zdenka était de langue allemande, lui était de langue tchèque. Et il faut dire qu'à l'époque, entre le 19e siècle et le 20e siècle, la langue administrative était l'allemand. Donc on était en Autriche-Hongrie. Seuls les paysans parlaient tchèque. Parler allemand montrait qu'on faisait partie de la bourgeoisie et on élevait les enfants de bonne famille en allemand et pas en tchèque. Janáček, lui, était un fils de paysan. Il parlait le tchèque, naturellement. Il maîtrisait l'allemand, bien entendu, mais c'était pas sa langue d'expression. Donc, il y avait un gros problème de communication avec son épouse qui était un problème linguistique pur. Et cela les a poursuivis toute leur vie. Ils ont raté un petit peu leur rendez-vous. Et puis, ça a duré 20 ans. Et puis, un jour, il est tombé amoureux d'une première jeune femme qui s'appelait Kamila, qui était tchèque, qui parlait le tchèque. Il l'a rencontré dans une ville de Terme qui s'appelle Luhačovice, dont mon grand-père d'ailleurs était originaire. Je suis liée de manière très très personnelle à Janáček parce que mon grand-père se souvenait d'avoir croisé Janáček dans la rue avec son panama blanc et son costume blanc. Mon grand-père était né en 1904 et est mort à l'âge de 104 ans, il n'y a pas très très longtemps. Et donc, dans cette ville d'eau, il avait rencontré une première Kamila qui lui avait finalement donné l'envie d'écrire Osud, qui veut dire le destin, un premier ouvrage sérieux qui, pareil, n'a pas eu les suites qu'il aurait pu mériter. Et puis cette première Kamila était l'ébauche de la seconde qui arriva, parce qu'en fait cet homme avait besoin d'aimer pour créer. C'est pour ça qu'il a fait de si beaux portraits de femmes, alors? À partir du moment où il a rencontré la femme importante de sa vie, donc à 50 ans passés, qui était Kamila Štaslova, qui était une fille totalement ordinaire, il avait besoin de rêver. Donc n'importe qui finalement, n'importe quelle femme pouvait focaliser un petit peu ses besoins à lui. Il avait simplement besoin d'une muse, peu importe la qualité réelle de cette femme. Et ça a été elle, Kamila Štaslova, grâce à laquelle il a écrit effectivement Katia Kabanova, La Petite Renarde rusée, La ferme Acropoulos. Et le dernier ouvrage, Il n'y a pas de femme. Et probablement, la boucle était bouclée, il n'en avait plus besoin pour écrire, mais peut-être qu'il sentait que sa vie à lui se finissait, et peut-être que l'amour n'était plus aussi nécessaire que le sentiment de finir ce qu'il avait à faire sur cette terre. Ce qui est très étonnant dans cet ouvrage qu'on vient d'entendre, c'est qu'on a l'impression que seul l'amour va être capable de déclencher un grand lyrisme. En tout cas, c'est ce qu'on entend quand on entend Emilia Marti. Voilà, elle s'émeut quand elle évoque l'homme qu'elle a aimé, et puis tout à la fin, elle est dans ce grand lyrisme. C'est donc ça, en fait, qui permet aussi à cette écriture d'être enflammée. C'est-à-dire qu'on passe d'une écriture parlée, avec des rythmes comme ça que vous disiez bien, de temps en temps très rapide, de temps en temps moins, voilà, et puis des grandes envolées. C'est un rôle féminin qui vous dévore, non? Je pense qu'aucune Emilia Marti n'en sort indemne dans sa vie. Les chanteuses en sortent indemnes, bien sûr, mais les femmes, je pense, toutes les femmes que j'ai connues, toutes les chanteuses que j'ai connues jusqu'ici dans Emilia Marti, pour toutes, c'est un tournant personnel. Oui, elles peuvent La chanter rencontre d'Emilia Marti, absolument. Mais ce qui est très intéressant aussi dans l'écriture, là, purement du compositeur, c'est que vraiment, cette fin, cette toute fin, on sent que d'un seul coup, Emilia Marti devient elle-même. Elle abandonne tous les masques de la chanteuse, de l'artiste, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une chanteuse. Et ça fait au moins 310 ans ou 278 ans, quelque chose comme ça, qu'elle se produit sur les scènes du monde entier sous des noms divers. Et elle est fatiguée.
on arrive à un moment où elle est épuisée, elle n'en peut plus. Elle abandonne tous ses masques, elle abandonne tous ses rôles et elle devient elle-même. Et pour ça, Janáček utilise un instrument absolument inattendu qui est la viole d'amour. Et la viole d'amour, seul Hindemith l'a utilisé au XXe siècle dans un opéra. Il l'utilise et c'est la signature aussi de cette femme qu'il a aimée, Kamila Šašlova. La viole d'amour, on la retrouve dans Katia Kabanova, on la retrouve dans La Petite Renarde et dans Makropoulos. C'est la dédicace. C'est pas étonnant qu'il la mette au moment où Marty parle d'amour. Merci beaucoup, Irène Boudella. Avec Merci plaisir. à vous. On ne vous quitte pas parce qu'on va vous entendre au piano dans un instant. C'est un enregistrement qu'il y a quelques années avec le chœur de Radio France, ici, avec Daniel Durand, le ténor, et c'est l'élégie sur la mort de ma fille Olga de Leos Janáček. Merci à vous. Merci.